Bon alors les jeunes, bonjour. Aujourd'hui c'est entraînement pour Radio Campus Bordeaux. Alors je veux que ça bouge, d'accord? Je veux du mouvement. Tout le monde atteint au moins 88 points de BPM. Alors 88 points de BPM, c'est pas si impressionnant, c'est pas de la haute intensité, ça me convient très bien. Oui bon ça va, tu vas pas commencer à me les briser toi. Bon alors c'était juste pour introduire la radio, l'onde de la radio, le thème, le mouvement, bon bref. Bon du coup, je vous l'ai pas dit, mais elle c'est Margot. Elle sera là aujourd'hui, c'est pour m'aider à vous cadrer. Parce que moi perso, je peux plus vous encadrer, d'accord? Donc je vous préviens, elle a un peu mû au genou, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Mais c'est pas gentil ça, et puis heureusement que je suis là pour t'éviter une petite crise d'hypertension. Tu me remercieras quand tu finiras l'émission plus reposée. Reposer? Connais pas. Bon, pour commencer à bouger, là, est-ce qu'il n'y en aurait pas un de vous qui voudrait parler peut-être de comment ça bouge dans le monde en ce moment là? Alors attendez, avant de commencer, je tenais à rappeler que la nutrition c'est très important dans le sport, surtout avant un entraînement. Faut donc être préparé. Ah bah justement, à ce propos, imaginez des champignons qui mangent des restes de carottes pour devenir des steaks ou des saucisses. Je vois, très abstrait, j'adore. Oh là 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 là. Bref, c'est l'idée un peu folle mais très sérieuse d'une équipe de chercheurs allemands. Ils ont cultivé un champignon sur des résidus de carottes et le mycélium de ce dernier a permis de transformer les épluchures en une substance aussi riche en protéines que la viande. Ah, la viande, y a que ça de vrai. Le gras, c'est la vie. Et la vie, c'est les champis. Les tests ont montré que ces produits à base de champignons cultivés sur des déchets de carottes plaisent davantage au palais que certains substituts classiques à base de soja ou de pois. C'est pas simplement une anecdote amusante, c'est aussi une piste prometteuse pour réduire le gaspillage alimentaire et proposer des alternatives plus durables à la viande traditionnelle. Oui, la viande, faut pas trop que t'en redemandes. Bon, vous commencez à nous saouler là avec vos leçons de véganisme. Là. Toi, le grand dadais, t'aurais pas quelque chose qui bouge un peu plus là pour qu'on s'y mette? Pardon. Plus proche de nous, actuellement, on est en plein dans la SCS, la semaine de culture scientifique et technique organisée par les étudiants du Master Médiation et Communication des sciences et des techniques. C'est une semaine riche en temps fort. Hier, une conférence débat s'est tenue à la bibliothèque Mériadec autour d'un enjeu très actuel, la montée des eaux et le recul du trait de côte en Nouvelle-Aquitaine. Et cet après-midi, toujours à la bibliothèque Mériadec, les participants ont pu prendre part à un jeu de pistes scientifique, ludique et instructif. Ah, bah vous voyez, l'eau, elle au moins, elle bouge. Ça change de la bande de morveux que vous êtes là. Mais dis donc, c'est normal que t'aies besoin d'aide pour les cadrer. T'as vu comment tu leur parles? Ils vont tous se mettre à pleurer et après c'est moi qui vais devoir les consoler. Oh, pauvre petit chou. Bon, puisque vous avez pas l'air trop motivé, j'ai fait appel à des professionnels, d'accord? Le collègue Ulysse, que vous connaissez sûrement, il est venu avec du beau monde. Ravi de les rencontrer. Ulysse, présente-les-nous. Nous avons hâte de découvrir le sujet de leur recherche. Alors ce soir, nous accueillons Marie Lasserre, qui est anthropologue diplômée de l'EHESS et co-créatrice du spectacle Traverse, à la croisée des arts, des sciences et des migrations. Marie Lasserre, votre recherche doctorale, c'est une enquête ethnographique multilocalisée, multipolaire et embarquée qui porte donc sur les traversées des frontières et les transmigrations des Sénégalais vers et depuis le nord de l'Afrique. Vous avez passé 5 ans sur un terrain multisitué pour votre thèse, entre 2012 et 2017. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer quel a été votre parcours, les différentes étapes de votre enquête, les lieux et peut-être si vous vous êtes embarqué vous-même sur le parcours de migration ? Oui, bonjour à tous et à toutes déjà. Voilà ma thèse, ma recherche doctorale donc, sur des terrains qui ont duré en tout cas 5 ans entre le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara occidental dominé par le Maroc et le Maroc. C'est faite dans une etnographie de longue durée en fait, qui elle-même s'est combinée de chasse et croisée entre le Maroc et le Sénégal et de terrains, de séjours de longue durée dans chacun de ces pays, notamment à Dakar et à Casablanca. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une ethographie au plus près, à ras de frontière, auprès des personnes d'en bas, donc les migrants et les migrantes, qui, elles, se voient imposer des circulations dirigées par nos gouvernants et gouvernantes, donc des personnes d'en haut. Et donc, je suis partie de leurs perspectives, de leurs émotions, de leurs stratégies, et de leurs paroles, de leur mise en mots de ces circulations-là qui sont largement entravées aujourd'hui. J'ai vécu dans des quotidiens avec des migrants et des migrantes au Sénégal et au Maroc, dans leurs familles et dans des familles touchées directement par les migrations que j'étudiais. Donc j'étais à Casablanca, dans différents quartiers avec des personnes en situation de migration, de Sénégalais et Sénégalaises en situation de migration, et à Dakar avec des personnes revenues de force ou de gré du Maroc ou dans leur famille en fait. Voilà. Super. Donc, pour cerner un peu mieux le contexte de votre enquête, est-ce que vous pourriez nous décrire assez schématiquement les politiques migratoires européennes actuelles ? Alors, si je peux les décrire assez schématiquement, ce sont des politiques de plus en plus répressives,
de plus en plus autoritaires, de plus en plus sécuritaires, mais pas dans le sens de la sécurité des migrants et des migrantes. Ce sont des politiques qui se basent sur des schémas paranoïaques et obsessionnels, à savoir des schémas qui pensent que les circulations venues du Sud sont une véritable invasion. Voilà. Et donc on va dans toutes ces politiques, évidemment, et le traitement médiatique qui les promeut vont dans le sens du grand remplacement, etc., évidemment. Et donc ce sont, vu les statistiques, vu les chiffres, vu les données qualitatives, de réelles obsessions, mais ce sont des fantasmes. Ce n'est pas du tout les réalités que nous, chercheurs et chercheuses, et que personnes concernées constatent sur les terrains de la vie. Et de quelle manière ces politiques migratoires européennes s'externalisent aux pays du Sud ? Dans les pays du Sud, en fait, par le biais des déséquilibres, des asymétries et des inégalités qui existent entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui sont le fait de l'histoire des colonialismes et souvent des esclavages aussi, des esclavagismes, eh bien on va encore s'asseoir sur ces rapports de domination, sur ces rapports asymétriques, sur ces rapports d'autorité, pour s'instaurer, nous, pays européens, encore dans des postures et des positionnements de dominants par rapport aux pays du Sud. C'est comme ça qu'à travers des accords financiers, des accords économiques, des accords commerciaux, etc., on va en fait asseoir nos politiques et les imposer aux pays du Sud sur leurs propres circulants et circulantes, donc sur leur propre peuple, en fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est des politiques, en fait, celles européennes qui aujourd'hui s'externalisent au Sud, qui se déplacent au Sud, qui s'imposent au Sud, qui vont dans le sens d'une intensification humaine et technique, de plus en plus militarisée, en plus de la surveillance des circulations des gens venus du Sud, de leur contrôle et de leur interception qui peut aller jusqu'à les laisser mourir, les faire mourir, les tuer. Donc voilà, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est qu'on instrumentalise aujourd'hui, c'est étudié par énormément de chercheurs et de chercheuses des pays du Sud comme des pays du Nord, on instrumentalise aujourd'hui l'aide au développement, et donc elle sert de carotte, enfin voilà la logique de la carotte et du bâton, et on supprime ou on diminue l'aide au développement des pays du Sud si on voit qu'ils n'appliquent pas les politiques à l'égard de leurs propres compatriotes, de leur propre peuple, qu'on leur impose, à savoir des politiques d'entrave au déplacement des gens du Sud. D'accord. Et vous vous intéressez donc aux migrations sud-nord, mais aussi aux migrations sud-sud et nord-sud. Et quand on parle de migration en France, on s'arrête souvent aux migrations sud-nord, dans l'image qu'on a des migrations. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces migrations sud-sud et nord-sud, et qui sont souvent oubliées, et des intérêts qu'elles ont pour comprendre l'étendue des processus migratoires méditerranéens ? Alors effectivement, dans notre logique obsessionnelle et paranoïaque, les gens du Sud vont forcément au nord. Or, toutes les statistiques démontrent le contraire. Les gens du Sud, et par exemple ici les Africains et les Africaines, vont en Afrique en premier lieu. Et la très grande majorité, c'est plus de 80% des personnes qui, quand elles migrent, elles vont dans leur propre continent. Donc c'est des migrations ici intra-africaines, mais c'est pareil pour les Asiatiques, les Américains et Américaines du Sud, etc. Ce sont des migrations intra-africaines, là pour ce que j'étudie moi, intracontinentales, et très peu d'entre elles vont finalement aller vers le nord. Donc c'est d'abord des migrations sud-sud. Et c'est partout dans le monde les mêmes choses. C'est-à-dire que les migrations du sud vont en fait majoritairement, très majoritairement, vers le sud et non pas vers le nord, comme on tend à nous le faire croire dans nos médias, encore une fois. Et comme le justifient les gouvernants face à leurs politiques migratoires déployées. Et ensuite, les migrations nord-sud, donc des migrations d'Européens et Européennes, notamment vers l'Afrique ou autre, ce sont des migrations évidemment privilégiées qui, en miroir, vont révéler les migrations désavantagées, freinées et entravées de ceux du Sud et de celles du Sud qui aimeraient aller au nord. Donc nous, on est des migrants et des migrantes privilégiés. D'ailleurs, la preuve, c'est que même les termes, en termes de vocabulaire utilisé, on ne nous appelle pas migrants et migrantes. Même moi, quand je pars 5 ans dans des pays pour avoir un plus beau diplôme, de meilleurs salaires, peut-être grâce à un métier prestigieux, je ne sais pas, pour aller découvrir le monde. Et donc, ce sont exactement, finalement, à part quand on parle de conflits, de guerres, de persécutions, mais finalement, on a à peu près les mêmes aspirations que les gens du Sud, qui eux aussi, quand ils viennent, et elles aussi, quand elles viennent, c'est pour avoir un métier, subvenir aux besoins de leur famille, donc finalement, accéder à une ascension sociale et financière. Ce sont les mêmes aspirations, ou pour grandir et s'émanciper. On a exactement les mêmes projets, mais on a vraiment des migrations qui sont en tension parce que les unes sont privilégiées, les autres sont désavantagées.
Maintenant qu'on a un peu mieux compris le contexte de votre thèse, comme nous l'avons évoqué il y a quelques minutes, vous êtes aussi co-créatrice du spectacle Traverse, qui tient une place à part entière dans votre travail de thèse. Je dis co-créatrice car ce projet, vous l'avez imaginé en duo avec le danseur et chorégraphe Tierno Ndai, qui est lui aussi présent avec nous sur ce plateau. Bonjour Tierno. Bonjour. Ce spectacle, il est intéressant en premier lieu par son format, surtout pour nous, étudiants en médiation, parce qu'il emploie entre autres un média qu'on utilise très peu, c'est-à-dire la danse et les arts en général. Donc, est-ce que pour planter un peu le décor de ce projet, vous pouvez... je voulais vous demander comment vous vous étiez rencontrés. Il me semble que c'est au cours du travail de terrain de Madame Marie Lasserre. Et dans un second temps, comment était né donc ce projet Traverse ? Bon, le projet Traverse, comment il s'est né? Parce que moi, j'étais au Maroc, j'étais migrant là-bas. Donc, je travaille dans un réseau sénégalais là-bas en tant que cuisinier. Parce que quand je suis allé au Maroc, la danse, ça passait pas bien. Donc, je n'avais pas beaucoup de contrats. Donc, j'étais obligé de trouver un travail restauratrice là-bas. Donc, à travers là-bas, dans le restaurant, là où je travaillais, j'ai accueilli beaucoup de migrants qui essaient de tenter les frontières, qui échouaient. Et c'est moi qui les ai accueillis dans mon réseau. Je leur ai donné petit déjeuner et je les ai aidés sur leur démarche. Donc, à travers ça, donc, il y a beaucoup de migrants, des fois, ils tentent l'immigration, ils réussissent. Donc, quand ils viennent en Europe, s'il y a une de leurs amies qui doit revenir au Maroc ou passer au Maroc, il va passer voir le réseau de Tierno. Okay. C'est un gars gentil. Donc, c'est à travers ça que Casablanca, tout le monde me connaît. Donc, c'est à travers ça que j'ai connu Marie Lasserre. Et là, je suis rentré au Sénégal parce que ça ne passait plus au Maroc. Ça devenait compliqué pour moi et je ne pouvais plus vivre. Donc, je me suis dit, je ne vais pas rester ici pour m'amener des problèmes. Je suis rentré au Sénégal. Et quand je suis rentré au Sénégal, Marie Lasserre m'a contacté. Il m'a demandé, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi au Sénégal pour pouvoir faire ma thèse? Okay. Et là, je lui ai dit, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Tu peux venir. Et quand il est venu au Sénégal, c'est moi qui l'accompagnais à... Comme j'avais un grand réseau sur les migrants et les migrants qui rentraient chez eux, donc c'est moi qui l'accompagnais dans mon réseau pour qu'ils voient les migrants qui sont rentrés sur place. Okay. À travers ça, à chaque fois aussi, elle me disait, j'aimerais bien donner quelque chose aux migrants qui me donnent leur vie, qui me donnent leur thèse. Et moi, tout le temps, je réfléchissais à ça. Un jour, je l'ai entendu jouer du piano sur Skype. C'était Skype. Et là, je lui ai dit, mais toi, tu joues du piano, on peut créer un spectacle sur les migrations. Et elle m'a dit, mais non, moi, je suis débutante, tout ça. J'ai dit, mais oui, on va créer un spectacle. C'est à travers ce spectacle-là, avant, c'était en duo, moi et elle seule. Oui. Donc, il y a l'Institut français de Dakar qui nous a repérés. Donc, on a tourné sur l'Alliance française de Dakar. Et là, on est venu en France par des visas de 3 mois. Il y a une association qui m'a repéré ici, une compagnie. Une compagnie de danse professionnelle. Et là, à travers cette compagnie, j'ai fait ma formation en danse contemporaine. Et j'ai eu mon diplôme aptitude technique au PSMD de Bordeaux. À travers ça, on a continué. C'est grâce à ce projet-là que je suis arrivé ici même en France. D'accord, super. Donc et du coup, vous, dans votre travail de thèse, vous l'avez vraiment rencontré dans votre travail de thèse et vous Maroc, en avez sorti exactement, je vivais avec des Sénégalais qui étaient percussionnistes, donc des djembé Foula, etc. Et à leur spectacle, il y avait un danseur et c'était Tierno Ndiaye, donc je l'ai rencontré là, on s'est fréquenté 5-6 fois, donc on se connaissait très peu finalement. Pour vous dire, on échangeait juste des cigarettes ensemble. Et effectivement, j'ai appris, parce que Tierno Ndiaye à Casablanca, tout le monde le connaissait, du fait de son restaurant et qu'il planquait des migrants le soir qui n'avaient pas de logement. Voilà. Et ensuite, je lui ai demandé l'accueil au Sénégal quand je suis allée faire ma thèse. Et donc, j'ai été accueillie dans sa famille pendant 5 ans, des années peut-être en tout, si je cumule tout, plus de 2 ans au sein de sa famille, 2 ans cumulés en tout. Mais étalé sur 5 ans, puisqu'on faisait des traversées de frontières ensemble, on repartait faire dans des convois de migrants et de migrantes ensemble, et on faisait les traversées de frontières. Ah, j'ai oublié de le dire au début, dans les 2 sens. Ma thèse, c'était ça aussi. Okay. C'était partir dans des convois de migrants et de migrantes et faire effectuer avec ces migrants et ces migrantes, ou pour voir la différence de nos migrations justement avec des personnes blanches et françaises et vues comme touristes, ces migrations à travers les déserts, à travers je l'ai fait avec Tierno notamment plein de fois et pour se rendre compte de la réalité et observer aux frontières ce qui se passe réellement quand les gens sont confrontés aux autorités aux frontières, etc.
D'accord, et du coup, vous avez créé ensemble ce spectacle. Et comment vous vous êtes dit que ça pouvait rentrer dans votre thèse, enfin que ça faisait totalement partie de votre thèse d'avoir ce spectacle et devenir un support de médiation, en fait? Mais parce que grâce à la présence d'artistes concernés par ma recherche, de migrants sénégalais en fait, qui en plus, dont certains avaient participé à ma recherche, j'étais sûre de pouvoir avoir des grilles de lecture différentes et des grilles de lecture plus accessibles. Moi, à la base, comme Tierno le dit, c'était pour offrir aux migrants et aux migrantes une restitution de ma thèse autrement que les 632 pages qui allaient être faites et dont certains et certaines avaient absolument le niveau d'instruction pour pouvoir le lire. Il n'y avait pas de souci avec ça. Mais est-ce que c'est pas un peu relou, un peu lourd avec des termes scientifiques, du vocable, enfin voilà, mes façons de parler à moi qui ne conviennent qu'à moi peut-être. Je me disais, mais que leur offrir d'autre et un spectacle transdisciplinaire où il y a des danses sabar, des danses mandingues, du Wolof, donc la langue Wolof, les langues arabes, etc., des chants très connus, comment en fait leur permettre aussi de s'identifier plus réellement et plus concrètement, et notamment avec la présence et le point de vue de Sénégalais et Sénégalaises en fait. C'est ça qui m'intéressait. D'accord. Et du coup... Oui, pardon. Oui. Pardonnez-moi, je me suis juste raclé la gorge. Et comment est-ce que du coup vous réussissez dans ce spectacle à atteindre une sorte d'équilibre entre art et science pour en faire votre sujet de recherche et un support de médiation aussi Bon, au début c'était difficile, on le dit, parce que tu vois, on n'a pas les mêmes méthodes d'enseigner et d'apprendre au Sénégal. Donc au Sénégal, moi j'étais dans une compagnie de ballet. Donc une compagnie de ballet, c'est un groupe de danse. Et tout le monde danse ensemble. Donc là, moi et elle, quand on bossait, c'était moi et elle en duo sur le piano. Donc quand je me trompais, elle me dit reprends. Je dis mais non. Elle me dit reprends. Des fois même, on part au répète, on annule les répétitions, on s'embrouille, c'est bon, je ne comprends pas, on se casse et on part, on rentre. Mais au fur et à mesure, tu vois, moi je commence à comprendre parce qu'avant, je n'avais pas l'habitude de danser sur des pianos. Donc j'avais l'habitude de danser sur des percus africaine. Donc, au fur et à mesure qu'on est ensemble, on continue de bosser. Au fur et à mesure, ça lâche. Jusqu'à moi, au fur et à mesure, j'ai compris que voilà, c'est moi seul sur scène. Avant, il y avait 50 sur scène. Donc, on ne va pas reprendre tout le temps. Mais là, comme c'est moi seul sur scène, j'ai fait des efforts et on a trouvé une entente que ça se passe. C'était des dialogues constants et des conflits constants, des incompréhensions constantes et donc des traversées de frontières. Justement, voilà, on a dû franchir des frontières à ce sujet-là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle traverse avec un S comme les chemins de traverse, des chemins difficiles, des chemins en zigzag. Voilà, c'est pas des lignes droites linéaires où on va de A à B directement, on passe par des X, des Z, on revient en arrière et c'est exactement ça. Jusqu'à aujourd'hui, traverse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, l'art et la science. Ce qui a été beau, c'est qu'après on a rencontré et on s'est créé des amitiés artistiques sur nos cheminements avec Tierno et que effectivement ces artistes qui ont d'autres points de vue, qui ont des mélodies en eux, qui ont des choses, mais évidemment que ça peut pas coller avec ma vision à la base de me dire alors je veux tel récit migratoire là, telle proposition d'un texte très scientifique là, d'une interprétation, d'un entretien, tata. Non, il a fallu tout croiser, tout agencer pour que ça soit modulable, évolutif, comme le sont les migrations qu'on a étudiées ensemble et qu'on explore aujourd'hui ensemble, et que ça soit vraiment au plus près du parcours de Tierno et du parcours de Tierno, mais parce qu'il incarne, en fait, il est une archive mémoire vivante, en fait, de ce qu'il a vécu. Il les a vécus, ces traversées de frontières. Donc, on va aussi partir et puis maintenant, on est avec d'autres migrants et migrantes qui ont d'autres traversées de frontières, pas les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup parce que c'est toujours dans des schémas de post-colonialité de pouvoir. Et donc, on se sert vraiment, on se nourrit de ça pour que le propos scientifique soit au cœur des choses, mais vraiment en mettant en avant les propos des concernés, leur corps et leurs approches, et que les artistes en fait puissent briller en fait au sein du collectif aussi. Et donc, vous disiez tout à l'heure que votre thèse fait 632 pages. Bon, moi, je ne me suis pas risqué à tout lire. J'ai lu un petit résumé. Mais vous l'assumez donc qu'il est impossible de retranscrire toute cette thèse dans un spectacle. Comment vous faites donc pour retranscrire une grande partie de votre thèse? Est-ce que vous changez, du coup, chaque spectacle est un peu différent Oui.
Alors il y a des trames, mais depuis en tout cas 10 ans qu'il existe, oui, il a énormément changé. Et il changera encore, et tant mieux, parce que de temps en temps, c'est le discours de Aboubakry qui me plaît le plus ou qui nous plaît le plus. De temps en temps, on nous demande, parce qu'il est souvent lié ce spectacle à des débats ou à des conférences. Donc la conférence vient éclairer le spectacle, ou le spectacle vient éclairer la conférence, donc ou le débat, etc. Des émissions radio, on en a fait aussi autour de ce spectacle, donc c'est super intéressant. Et il n'est pas figé, il n'est pas rigide. Et donc ça nous permet de saisir des entretiens. On a carrément, quelquefois, valorisé seulement des entretiens de femmes, parce qu'on voulait valoriser absolument les inégalités de genre, notamment de classe et dites de race, dans ces parcours-là, et notamment les parcours féminins. Est-ce que les rapports sociaux de sexe et de genre font aux femmes migrantes, en fait, ce que ça crée, en fait, comme danger de plus ou comme danger entrecroisé, etc. Et donc, quelquefois, on va aller juste sur les femmes, on va prendre des danseuses en plus, des danseuses, pas forcément d'ailleurs migrantes, mais on a tous quelque part des histoires, en tout cas, d'exil ou de cheminement qui sont intéressants à croiser aussi. Et donc, on vient amener d'autres personnes sur nos routes. Et on apprécie parce qu'elles nous apportent leur sensibilité, leur créativité, leurs approches et leur parcours aussi, qui bien souvent sont aussi ternis par des inégalités de genre, quelles qu'elles soient, de race, de classe et d'autres, évidemment. Oui, donc du coup, le spectacle s'adapte vraiment à chaque représentation et évolue pour retranscrire une partie différente de votre thèse. Oui, parce que des fois, ça dépend, ça nous arrive comme la dernière fois, notre dernier voyage au Sénégal, on était tout le temps dans le quartier, et on est sur le quartier, on fait du thé avec les anciennes amies, les mamies, les tatis, et là, au fur et à mesure, moi et elle, on était face à ça, et là, direct, on a commencé à créer un texte sur le vie sénégalais, sur le colonialisme, sur l'immigration, mais c'est à travers les jeunes, ce qu'ils font dans le quartier. Vite fait, on a mis un texte qui s'appelle Ataya, et que beaucoup de gens aiment ce texte-là parce qu'il parle de beaucoup de choses de la vie et de l'humain. Une fois qu'on était revenus après des années passées en France, lui et moi, avec nos enfants, une fois qu'on revient au Sénégal et qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne changent pas, comme rêver d'Europe autour d'un verre de thé et tous les jours pour certains jeunes à qui on ne donne pas d'accès à l'emploi ou l'emploi qu'ils méritent, en tout cas en termes de reconnaissance de leurs études, etc. Et quand on revient des années plus tard et que ça nous reprend, ce truc-là, et tout d'un coup on se met à créer un texte et puis le texte se nourrit et ça y est, Traverse change parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et notamment à travers nos rencontres, Franca Semat, Johan Scheidt, à qui on pense très fort aujourd'hui, Nicolas Ragonotte, Célia Bernard, Amaya Iriarts, il y a du basque, il y a du créole qui se rajoute, il y a Suzy Babin aussi, Boga, Boga carrément. Et là, donc on a beaucoup rencontré de personnes et ça fait que ces gens-là font changer Traverse, parce qu'évidemment que leurs personnalités sont prises en compte, leurs avis et leurs points de vue sont absolument nécessaires, sachant que vraiment ils nous ont énormément portés. Et on vit des choses extraordinaires à leur côté. Oui, parce que du coup, Traverse a changé aussi de forme et vous avez même créé, il me semble, un spectacle Traverse XXL avec beaucoup plus de gens. Pour revenir du coup à votre place d'anthropologue, vous évoquez un parallèle aussi entre la relation du chercheur et de l'artiste et celle entre l'anthropologue et ses interlocuteurs sur le terrain. Comment est-ce que ça se met en place dans votre... L'anthropologue perd ses repères sur le terrain. L'anthropologue est fragilisé quelque part et en même temps, il est dans plein... Enfin, moi, j'étais dans plein de positions de privilégiés aussi. Et donc, en fait, dans la relation, pour moi, entre nos interlocuteurs, interlocutrices et nous, il y a vraiment... Chacun cherche sa place et a affirmé sa place. Il y a des renversements du stigmate, il y a des renversements du rapport de pouvoir, etc. Il y a des écoutes, il y a des gens qui nous donnent leur vie, qui nous donnent leur temps. Et c'est pareil dans la relation artiste et chercheur, chacun va essayer d'affirmer sa place ou de la trouver et d'équilibrer, de se réajuster, de s'adapter, de voir la vision de l'autre, d'essayer de ne pas trahir l'autre dans sa façon d'exprimer le monde en fait. Je trouve que ça c'est des parallèles, voilà. Et puis quelquefois on se sent très seul aussi face au conflit ou à une incompréhension qui peut perdurer parfois, surtout que nous sommes en couple, donc à un moment donné il y a un autre impact sur ça, il y a un autre impact et dans la relation interne
interlocuteur, interlocutrice, anthropologue et dans la relation chercheuse, artiste. Et donc toutes ces relations-là, fines, qui sont à observer, à explorer tous les jours et à travailler tous les jours, c'est, je pense, nos relations de la vie quotidienne en couple, dans nos familles, avec nos conjoints, conjointes, avec nos amis, qui sont à travailler tous les jours. Et évidemment, elles sont exacerbées quand il y a tant de choses qui nous opposent. Il est un homme, je suis une femme, on n'a pas les mêmes religions, il est noir, je suis blanche, il est désavantagé à plein de niveaux, notamment en termes de circulation. Je suis avantagée à plein de niveaux. Nos pays respectifs ont une histoire très profonde et très violente qui les lie aujourd'hui quand même, et on doit travailler sur ces histoires violentes pour avancer ensemble. Donc évidemment que ça joue beaucoup, et que dans ces contextes de post-colonialisme et de post-esclavagisme, les rencontres entre anthropologues et interlocuteurs, interlocutrices, collaborateurs et collaboratrices de nos recherches, et entre chercheurs et artistes, évidemment, ça va traverser ces rencontres-là, et donc on ne peut pas s'en défaire. Et donc, dans votre thèse, vous évoquez la question du biopouvoir qui s'exprime via une persistance de la frontière chez les personnes en migration, même si elles ont quitté ce chemin de la migration. Vous évoquez notamment le quotidien hostile pour les Sénégalais au Maroc, notamment à travers des dénominations comme Asie ou Asia, qui nient la manière de se présenter et d'être vu des migrants. Comment est-ce qu'on peut exprimer les questions de négation et de préservation de l'identité à travers la danse dans Traverse? C'est notamment une question pour Tierno. Je vais laisser Tierno répondre juste par rapport au fait qu'effectivement, c'est pas que au Maroc, c'est en France aussi, il vit des dénominations qui lui sont attribuées, qui ne correspondent pas du tout à sa façon de vouloir être présentée. Et c'est vrai que la danse lui fait reprendre la main sur sa façon de se présenter et de dire je suis Tierno et moi je suis ça. Et donc je te laisse parler de comment ta danse te permet de t'évader de ces stéréotypes, de ces clichés et de ces dénominations. Mais bon, à travers la danse, on arrive tout le temps à déjouer toute nomination de ce qu'on donne. Parce que la danse nous permet de dire non, on ne s'appelle pas comme ça. On ne s'appelle pas Asie, on ne s'appelle pas Ebola. On a un nom que notre papa nous a donné et notre maman. Donc à travers la danse, sur mon corps, j'arrive à exprimer ces nominations de noms-là parce que moi, je l'ai vécu. Comme je l'ai vécu, donc le corps, même si je ne fais pas un geste, même si je ne danse pas sur scène, je me positionne à une statue, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc à travers tout ce que j'ai vécu là, comme Marie l'a dit, plusieurs créations, j'ai quelque chose à créer. Donc à chaque fois, je pense à tel jour, il y a ça qui m'est arrivé. Donc comment le corps peut bouger sur ce... comment je vais l'exprimer. Comme par exemple, si tu apprenais une information qui te fait la joie, tu vois, le corps, il répond par la joie. Si tu apprends une information une nouvelle qui ne te fait pas plaisir, tu vois, le visage, il le montre. Donc à travers la migration, à travers tous ces noms qu'ils nous donnent là, moi je dis, ça nous fait mal, mais ça nous donne de la force aussi de créer et de lancer des messages que les gens ne peuvent pas des fois. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont la flemme, c'est normal de lire des livres, mais à travers la danse, ça peut les amener à se concentrer, à savoir les personnes ce qu'ils ont vécu en migration. J'ai rien à ajouter. On va conclure donc cette interview. Ça fait presque 10 ans que Traverse existe aujourd'hui. Donc c'est un projet qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez des représentations de prévues? Où est-ce qu'il en est, ce projet Traverse? Alors là, on est demandé au Centre Norbert Elias à Marseille en juin, à voir comment ça se passe, parce qu'évidemment aujourd'hui, à une époque où on n'était pas reconnu financièrement, aujourd'hui on l'est de plus en plus, et tant mieux, mais on est aussi, et on va le faire, et on va demander à tous les copains et copines qui le veulent évidemment, parce que ça sera sur bénévolat, on va faire un Traverse pour SOS Méditerranée cette année en avril, donc c'est pour le festival Bienvenue, donc ça sera au Garage Moderne sûrement. Et toutes les recettes seront reversées pour les bateaux qui partent en mer sauver des migrants et des migrantes. Donc ça fait partie de nos projets de l'année. Et puis à Marseille aussi pour un congrès scientifique.
Voilà. Et ensuite, on est absolument touchés parce que nous, on est aussi, on fait ces spectacles-là. Autour de ça, il y a énormément d'ateliers qu'on fait auprès des primaires, des collèges, des lycées, des universitaires, de festivaliers, etc., ou de stages, etc. Et du coup, on est toujours sur ce genre de projet-là, notamment autour des inégalités donc de genre, de classe et de race. Mais on est touché et la culture entière est touchée, l'art est touché par les restrictions budgétaires, par des décisions gouvernementales qui vont de moins en moins dans le sens de l'exploration d'expression de divers mondes possibles. Voilà, on est touché. Je pense que le monde scientifique aussi, donc sûrement qu'on va être impacté également, notre compagnie va être impactée par ces phénomènes-là. Eh ben, merci d'avoir participé, d'être venu discuter avec nous. On va passer à la suite. Merci beaucoup encore Marie Lasserre et Tierno Ndiaye. Merci à vous beaucoup aussi. à vous et Merci. pour l'accueil, merci. Merci beaucoup. Merci Ulysse et merci à vous deux. Donc, c'était vraiment très intéressant. Ça change de nos petits sportifs là. Oui, j'ai adoré. En plus, ça a réveillé en moi un peu ma fibre artistique. Ah bah ça y est, enfin tu te réveilles. Bon, vous avez vu, il va falloir qu'on travaille nous pour en arriver à ce niveau là avec vous. Et ça, c'est pas donné. Bon, pour vous réveiller, on va s'échauffer en musique. Margot, tu veux quoi ? Puisque tu me demandes mon avis et j'en profite, j'écouterais bien Moves Like Jagger de Maroon 5 et Christina Aguilera. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now we're naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. Maybe it's hard when you feel like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it and you wanna steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. It's so watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. Ok, bon, pour une fois, j'avoue que t'as fait un bon choix. Comment ça pour une fois ? Oh Ulysse, t'es encore là ? Ouais, c'est par rapport à notre club de lecture. Est-ce qu'on peut en discuter Bien sûr. Alexandre, tu m'attends 2 minutes.
En fait, je sais que je devais lire les 3 piliers du zen pour la prochaine fois, pour le club de lecture. Mais on m'a envoyé le mauvais livre et tu sais, avec Le Bon Coin, c'est une galère de renvoyer le livre. J'aurais jamais les 3 piliers à temps. Du coup, je me demandais si je pouvais lire le livre qu'on m'a envoyé à la place. C'est quoi ce livre? Il est en accord avec les valeurs du club de lecture au moins. Rappelle-les-moi s'il te plaît. Alors, les valeurs, ce sont les 3 C. Christopher, Chocolatine et Costa Rica. Je ne présente aucun livre étant écrit par un Christopher, sachant que les Christophes sont tolérés. Je n'aborde pas le sujet de la viennoiserie dans le sud-est de la France et aucun auteur costaricien. Super, mais quel est donc ce livre? Il s'appelle Décroissance. J'adore le jeu de mots. Il est écrit par Nicolas Chevassus-Louis, un journaliste historien et ancien neurobiologiste. En gros, il explique pourquoi il faudrait réduire la voilure en termes de recherche scientifique, notamment face à la crise écologique qui nous arrive droit dans la gueule. Intéressant ça, même si c'est pas très yoga vibe. Au moins, il ne s'appelle pas Christopher, c'est déjà un bon point. Et puis bon, on va pas le répéter, mais le changement climatique va indéniablement impacter nos vies. C'est même déjà le cas. En fait, depuis 2025, 2025 était la 4e année la plus chaude jamais enregistrée en France. Oui, mais enfin, tout de Oh, même. ta gueule. Et il raconte quoi ce livre? Il y a une partie très intéressante sur les changements mis en place par le monde scientifique pour essayer, tant bien que mal, de réduire son impact écologique. Comme le collectif Labo 1.5? Exactement, c'est logique au final qu'une partie des sciences cherche à réduire leur émission de gaz à effet de serre. C'est compliqué de se faire entendre quand on n'applique pas soi-même les principes qu'on défend, en fait. C'est comme ça que le collectif français est né. Ils ont développé une méthodologie unique de calcul de bilan carbone applicable à tous les laboratoires scientifiques. La démarche est vite soutenue par le CNRS et aujourd'hui, elle est adoptée par plus de la moitié des laboratoires français. Tu vas quand même pas me dire que tout le monde a gobé ça. Malheureusement, ce serait trop facile. Dans la recherche aussi, on retrouve le discours classique de l'inaction. Si je me rappelle bien, il existe d'autres responsables que soi-même, de petits gestes ont déjà été entrepris, certaines actions recommandées pourraient avoir des effets nuisibles, et il est trop tard pour agir. Exactement. Mais 2 chercheurs, notamment Guillaume Carbou, ont démontré la présence de nouveaux pseudo-arguments spécifiques aux chercheurs, mais tout aussi bullshit. Donc, il est nécessaire d'avoir assez de données avant d'entamer une action. Les exigences de neutralité scientifique interdisent de prendre parti. La liberté académique se place au-dessus des normes communes et la recherche est essentielle à l'être humain. C'est donc un sanctuaire inviolable. Compliqué de faire bouger les chercheurs alors. Ouais, mais un chercheur a une empreinte bien plus élevée que la moyenne de la population. Très très loin de l'objectif de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Mais ça a quand même beaucoup changé selon les disciplines. Totalement. C'est sûr que les SHS sont moins émettrices que les sciences expérimentales. Et je ne te parle même pas des gros équipements comme les animaleries, les accélérateurs de particules ou les télescopes, qui peuvent multiplier ces émissions par 5. En gros, le pire, c'est les achats de matériel, qui représentent 40% des émissions, et les voyages en représentent à peu près un quart. Mais alors, qu'est-ce qui peut être mis en place? Notamment rallonger la durée de vie des équipements, par exemple. Ou les mettre en commun. En fait, c'est ce qu'il faudrait aussi faire dans nos vies quotidiennes. Tu vois l'initiative de baisser les températures des congélateurs de moins 80 degrés à moins 70 degrés? Beaucoup de labos l'ont mis en place, y compris à Bordeaux. Et ça permet de réduire assez significativement la consommation d'énergie sans toucher à la conservation. Des petits gestes, c'est simple à appliquer, mais ça devient vite plus dur, je pense. Les labos sont fournis par des entreprises spécialisées qui produisent en petites quantités. Comme c'est très niche, la durée de vie moyenne des instruments et leurs émissions carbone sont rarement calculées. Et compliqué de faire jouer la concurrence. Et plus durable, ça signifie souvent plus cher, malheureusement. Bon, vous avez bientôt fini, là? Vous avez parfaitement raison, madame. Et revenir au vert, c'est une très bonne idée, mais ça voudrait dire recruter beaucoup de techniciens de laboratoire supplémentaires pour entretenir toute cette verrerie. Comme au siècle dernier, ça coûterait cher. Oh merde, la banque a refusé ma demande de prêt pour partir aux Maldives cet été. Gros sujet aussi, l'avion. C'est le 2e poste d'émission des chercheurs, mais aussi un incontournable de l'organisation du système scientifique international. Tu sais qu'un chercheur du CNRS parcourt 3/4 du tour de la Terre en avion chaque année? Sauf que le monde de la recherche sans avion, c'est compliqué. L'avion a vraiment un ancrage fort dans le système social et hiérarchique. Labo 1.5 a montré que l'influence d'un chercheur est fortement corrélée au nombre de voyages annuels en avion. C'est un moyen de se faire un nom, puis d'entretenir une renommée, et parfois même, en fin de carrière, de viser des grands prix internationaux. Arrêter l'avion individuellement, en fait, c'est un risque très fort de perdre en popularité, et donc en financement. C'est tout un système qu'il faut repenser. Mais d'ailleurs, vous finissez vachement bien pour une prof de yoga. Oui, alors ça, c'est parce que c'est pas une vraie, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est chiante. Bon, allez, j'ai pas que ça à faire, là, d'écouter vos blabla. Oui, en fait, je suis pas prof de yoga depuis longtemps. J'étais chercheuse en mathématiques appliquées, mais le milieu m'a dégoûtée.
tout faire pour la rentabilité, c'était un enfer. J'ai passé des années en dissonance cognitive et un jour j'en ai eu marre. J'ai posé ma démission. J'en avais toujours rêvé, donc j'ai acheté un champ dans le sud du Poitou et j'ai planté des rutabagas, le légume de rêve. C'est généreux, c'est goûteux, c'est fin en bouche, le légume parfait. Bref, j'ai ouvert mon entreprise de pâte à tartiner petit déjeuner au rutabaga. Elle a fait faillite, donc je suis devenue prof de yoga, ma deuxième passion. Incroyable. C'est fou le parcours des chercheurs qui bifurquent. Stéphane Dieudonné, lui, il était directeur de l'INSERM et neurobiologiste. Il a même fondé une entreprise basée sur une technique d'imagerie de neurones dont il était lui-même l'inventeur. Eh ben, figure-toi qu'en 2024, il a acheté une ferme et il s'est installé comme maraîcher dans le Limousin. Oui, et certains décident aussi de changer de domaine de recherche. Guillaume Guimbretière, physico-chimiste au CNRS, s'est lancé dans l'étude de la boulangerie solaire. Jeanne Gérardis-Cao, paléoclimatologue, a bifurqué vers l'anthropologie des peuples arctiques. Tandis que Jean-Michel Huppé, après 20 ans de neurobiologie au CNRS, a orienté ses recherches vers l'écologie politique. Oh bon, moi j'y vais, là, ça y est, j'en ai marre. Allez bon, je dois y aller si je veux pas que le yoga flop comme les rutabagas, mais on se retrouve vendredi pour le club de lecture. Hâte de voir ta présentation complète. À vendredi. C'est bon, vous avez fini, on peut passer à la suite. Bon allez, pour commencer, vous vous mettez par équipe, on fait un petit match de 5 minutes. Allez, d'une heure, on veut du mouvement. Mouvement, ça vous inspire quoi, à vous? De quoi un loupard comme moi pourrait trouver à dire? De move, de l'océan, des vagues, du retour du héron pourpré après sa migration annuelle? C'est qui lui? Oh, laisse tomber, c'est le fou du bus de chez nous. Il vient tout le temps pour nous raconter je sais pas trop quoi. J'emmerde les piafs. Avec moi, c'est Radio Coco ou Radio Toto. Ça dépend de comment on se situe sur le spectre de l'ultra-gauche. Ça fait peur. Vous avez compris, je vais parler des vrais sujets, ceux qui font la fierté de la France. La Tour Eiffel? Non. La sécurité sociale? Ça aurait pu, mais non. La boulangerie, ouvert 24-24, 7 jours sur 7 en bas de chez toi? C'est très précis et un peu flippant, mais non, toujours pas. Alors je donne ma langue au chat. Est-ce que le chat est noir, avec le dos rond? Non, pourquoi? Oh, rien, ref au nanar. Les anarchistes, hein, pas les mauvais films. Mais tout nous parle de quoi là, bon sang, à la fin? Du seul mouvement qui vaille le coup de se lever un 1er mai à 8h, camarades. Les mouvements sociaux. Explosion! Pour l'occasion, j'avais ramené un magnifique bouquin sur les affiches de mai 68, édité par l'école des Beaux-Arts, époque où des maoïstes français de diverses obédiences avaient pris le contrôle de cette prestigieuse école. Et oui, les Beaux-Arts en 68, c'est Bordeaux-Montaigne en 2026, selon certains. Revenons à notre oublion. Le problème étant que dans une émission de radio, c'est vachement difficile de montrer, au sens propre, des choses. Faudrait inventer un truc où on pourrait entendre et voir, et on l'appellerait la théovision ou un truc comme ça. Il a 50 ans de retard sur les sujets qu'il traite et 70 sur les nouvelles technologies. Ce type fait honte à notre glorieux master des sciences et des techniques. Eh oh, vos élucubrations petites bourgeoises n'atteignent pas le petit timonier. S'il y a bien quelque chose que les étrangers nous envient, en plus de notre délicieux accent anglais, be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. Ah désolé, je peux pas m'empêcher de donner un grand coup de pied dans la social-démocratie déjà à terre, c'est mon petit péché mignon. Mince, attendez, parler de Flamby, ça me donne faim. C'est vrai qu'Hollande est un bel homme. J'en étais où? Les étrangers, la France... Ah oui, les étrangers, ce qu'ils aiment le plus, c'est nos mouvements sociaux. On a tous en tête la vidéo de Luis, ce touriste italien qui teste le meilleur croissant de Paris durant une manifestation contre la réforme des retraites en 2023. Vu 17 millions de fois. C'est que les croissants devaient être vraiment bons, ou que les CRS devaient taper vraiment fort. Pardon, je voulais dire faire un usage proportionné de la force dans le cadre des fonctions qu'ils exercent, qu'en cas de nécessité absolue et dans le respect du cadre légal. Piouf! J'ai eu peur, Dieu merci, qu'il existe des règles, parce que les manifestants ont la mauvaise habitude de toujours se mettre devant les tirs de LBD. Ils font exprès ou quoi? De là découle la question du monopole de la violence légitime, tel que théorisé par Max Weber. Pour Weber, le droit d'user de la violence est une prérogative constitutive de ce que l'on appelle l'État. Seul lui a le droit d'utiliser la contrainte physique, en faisant appel à plusieurs agents, la police, l'armée ou la justice. Catherine Colliot-Hélène, spécialiste de Weber, se permet de préciser « légitime n'implique pas juste ». En France, on a cette culture de la manifestation, on a ça dans le sang. Je voudrais d'ailleurs saluer tous les royalistes de quelques obscures branches que vous soyez, légitimistes, orléanistes ou même fusionnistes, parce qu'on fête aujourd'hui le 233e anniversaire de la décapitation du bon vieux Louis Croivet-Bâton. Allez, relevez la tête, ça va le faire. Oh, les émotions, la nostalgie, ça, c'était du spectacle. Ils savaient s'amuser à l'époque. Maintenant, à peine tu te rapproches un peu trop de l'Élysée que ça affrète un hélico au cas où. Explosion! Les mouvements sociaux occupent désormais un terrain d'étude à part entière dans l'université française. Je pense au colossal Histoire des mouvements sociaux en France de Michel Pigenet et Daniel Tartakovsky, qui a traumatisé tant de cagneux. Faut les comprendre, les pauvres, c'est trop chiant de reproduire les inégalités sociales. Putain, là j'avais une colle trop relou, j'ai pas pu bien définir ce qu'était la psyché selon Foucault. Et le 4e concours blanc pour l'ENS, j'ai eu que 12,5, je suis même pas sous-admissible. Nous, on avait de l'amiante dans les amphis il y a encore 10 ans et des TD à 30 en L1.
En accord avec un célèbre historien de Montaigne, je préconise une suppression pure et simple des classes préparatoires. On parlait des mouvements sociaux. Oui, c'est bon, j'y reviens. On peut également lire les travaux pionniers de Michel Zancarini-Fournel, qui a contribué dès 89 à sauver les archives de mai 68, y voyant le potentiel objet d'étude révolutionnaire. Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, représente la synthèse de décennies de recherche. Un joli pavé de quasi 1000 pages doit faire mal si on le lance assez fort, je donne l'idée à qui veut, à consommer sans modération, paru chez Zone. Finalement, preuve de la vitalité de ce champ académique, c'est Magali Della Soudad, chercheuse bordelaise qui a obtenu la prestigieuse médaille de la médiation scientifique du CNRS pour son analyse participative des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Toutefois, cette mise sur le piédestal universitaire des mouvements sociaux ne doit pas pour autant nous éloigner du but principal de ceux-ci. Il faut lutter, lutter et lutter encore. Il n'est dans l'intérêt de personne, et surtout pas des politiciens de tous bords, de se battre à votre place pour vos droits. C'était vrai du temps des soviets, ça l'est encore aujourd'hui. Le dramaturge allemand Bertolt Brecht l'avait déjà compris. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Bon, les chasubles, vous avez perdu. Pour la peine, vous avez un gage. Tiens, pourquoi on leur demanderait pas de créer une petite chorégraphie? La musique, la danse de forêt de Pérus et Josiane Pichet devrait les motiver. Ouais, c'est pas trop violent, mais bon, allons-y. Hein. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre. Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. 3 passions, la danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. 3 passions, la danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. Bon, je crois qu'ils ont assez dansé. Ils ont l'air tous fatigués, les pauvres. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Hein. Eh ben, ne rigolez pas, parce que ça pourrait bien être le cas cette année, en tout cas pour la Californie. Et oui, depuis des décennies, on nous dit que la ville de Los Angeles va subir un séisme sans précédent d'une extrême violence. Mais ça va arriver quand? Hélas, on n'en a aucune idée. Avec les méthodes que l'on a aujourd'hui, nous ne pouvons pas déterminer précisément l'arrivée des séismes. Waouh, mais c'est flippant. Oui, vraiment. On appelle ça le Big One. C'est un séisme de magnitude supérieure à 7. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a 62% de chances qu'il se produise le long de la faille de Saint-Andreas avant 2032. J'espère que vous n'avez pas prévu de vacances en Californie ces prochains jours. Quoi, 62%? Mais c'est énorme. Mais c'est quoi un séisme en fait et le rapport avec la faille de San Andreas dans tout ça? Parce que moi, tout ce que je connais de ça, c'est Dwayne Johnson. Et lui, au moins, il se la donne. Hein. Attends. Calme-toi, je vais tout expliquer. Il faut savoir que la surface de la Terre est composée de plusieurs plaques qu'on appelle plaques tectoniques. Celles-ci se déplacent les unes par rapport aux autres et cela peut produire des mouvements brusques de la croûte terrestre. C'est là que se produit le séisme. Dans le cas de la Californie, les séismes sont causés par la faille de San Andreas, qui est l'espace entre 2 plaques. La plaque pacifique qui se déplace vers le nord-ouest et la plaque nord-américaine qui se déplace à l'inverse vers le sud-est. Les roches s'entrechoquent, ce qui crée une grosse tension. Au bout d'un moment, la tension est trop grande et la roche rompt. Résultat, une des plaques avance de plusieurs centimètres d'un coup et c'est le début d'un gigantesque séisme. Tu te rends compte? C'est tout le continent nord-américain qui se déplace de 5 cm en 1 seconde. Évidemment qu'on va ressentir les secousses. Oui, et il y a au niveau de la faille de Saint-Andreas de nombreux petits séismes chaque année. Mais il y en a aussi de très puissants. Par exemple, en 1906 à San Francisco, qui a causé 3000 morts et la destruction de 80% de la ville.
Et il est probable que le prochain soit à Los Angeles. Les scientifiques ont observé que le Big One se produisait environ tous les 150 à 200 ans. Or, cela fait 300 ans qu'il n'y a pas eu de séisme à Los Angeles. Vous la sentez là, la catastrophe ? Cela veut dire qu'il y a de grosses tensions entre les roches dans la croûte terrestre qui ont emmagasiné beaucoup d'énergie depuis plus de 300 ans. Et plus les jours passent, plus le Big One de Los Angeles va libérer une énergie dévastatrice qui provoquera un énorme séisme. Mais ça fait super peur, je suis contente d'habiter en France, moi. C'est sûr, ça fait peur, mais malheureusement, il faut apprendre à vivre avec le fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Pour ça, différents dispositifs antisismiques sont mis en place pour essayer de réduire les dégâts que pourrait avoir le séisme. Par exemple, sous les bâtiments, de grands piliers en béton de plus de 30 mètres de long sont mis en place afin que le bâtiment repose sur une couche plus stable. Les bâtiments sont aussi faits de poutres en acier afin qu'elles puissent se tordre en cas de séisme et de matériaux qui absorbent les ondes sismiques afin qu'elles soient éliminées. De plus, la région est équipée d'un vaste réseau de capteurs qui permet d'alerter les habitants 30 secondes avant le début du tremblement de terre. Mais ils sont drôles, on n'a rien le temps de faire en 30 secondes. Eh bien, c'est assez pour couper le gaz, pour éviter les incendies et d'arrêter les trains et les machines dangereuses. Évidemment, à côté de ça, de nombreux dispositifs de sensibilisation sont mis en place pour apprendre les gestes d'urgence. Et d'ailleurs, d'après toi, tu ferais comment ? J'en sais rien, je dirais se mettre sur un meuble solide ou par exemple une table, se protéger la tête et s'écarter des vitres ou des murs. Pas mal. Et si tu es en extérieur, tu fais comment ? Faut s'éloigner des bâtiments, surtout des tunnels et des ponts. Bah, c'est logique en fait, il suffit de courir vite, hein. C'est pour ça que je veux vous entraîner d'ailleurs. Eh ben, parfait, hein. T'as tout compris. J'aurais pas pensé vu ta dégaine de sportif idiot. Mais rassurez-moi, à Bordeaux, ça ne va pas arriver demain. Non, normalement, pas de Big One de prévu demain à Bordeaux. La région est en zone de sismicité faible, c'est-à-dire que nous sommes loin des limites de plaques dans une zone que l'on appelle intraplaque, où les failles sont anciennes et peu actives. Il peut y avoir des séismes, mais qui seront de faible magnitude et incomparables à ceux attendus en Californie. Ah, je suis rassurée alors. Super, tout le monde est rassuré, on va peut-être pouvoir continuer l'entraînement l'un de ces jours, parce on arrive presque à la fin et il n'y en a pas encore un seul d'entre vous qui a mal aux jambes. Bon. Après toute cette agitation, il me semble bon de vous rappeler que le mouvement peut aussi être synonyme de douceur. Parce que les mouvements sociaux et les séismes, c'était pas assez doux pour toi. Disons que j'envisageais pas les choses comme ça, je pensais plus à de la relaxation, mettre en mouvement le corps délicatement, c'est-à-dire pratiquer le yoga. Vous devez bien connaître ça quand même. Si tu veux parler du truc qui se fait en legging sur un tapis, qui nous donne l'impression de jouer au Twister, dont les positions nous feraient croire qu'on est dans une animalerie, ouais, non, très peu pour moi. Mais que vois-je là ? Les énergies circulent mal au niveau de votre chakra du cœur. Quel dommage. Bon, j'accepte et mon cœur reste ouvert. D'ailleurs, répétez-le après moi. Alors là, hors de question. Et c'est quoi encore cette histoire de chapka, je sais pas trop quoi là ? Oh là là, j'adore cette question. Selon les croyances traditionnelles associées au yoga, il existerait 7 chakras, chacun associé à une partie du corps et une fonction. De bas en haut, nous pouvons retrouver d'abord le chakra racine, situé à la base de la colonne, et qui est associé à la stabilité et la sécurité. Ensuite, nous avons le chakra sacré, situé au bas du ventre et associé aux émotions, le chakra du plexus solaire vers l'estomac, associé à la confiance en soi et l'affirmation, le chakra du cœur au centre de la poitrine, associé à l'amour et l'empathie. Il y a aussi le chakra de la gorge, situé dans celle-ci et associé à la communication. Le chakra du troisième œil est quant à lui situé au milieu des sourcils et associé à l'intuition. Et enfin, le dernier est le chakra couronne, situé au sommet de la tête et associé à la spiritualité. Chacun de ces chakras est aussi communément associé à une couleur. Ça fait beaucoup de chakras tout ça, mais c'est quoi le rapport avec l'espèce de gymnastique qui fait que vous vous retrouvez la tête en bas ? Disons, présenté comme ça, c'est pas très flatteur, mais l'idée est que dans notre corps et entre nos chakras, de l'énergie circule et nous permet une certaine harmonie. Or, cette énergie peut se déséquilibrer dans notre vie de tous les jours, et pour y remédier et faire passer cette énergie, il faut réaliser une série de postures qui vont favoriser sa circulation dans des zones corporelles précises correspondant au lieu des chakras. Ainsi, pour travailler le chakra racine, on va mettre en place des postures d'ancrage dans le sol. Pas que ça m'intéresse, mais t'aurais des exemples ? Oui, pour travailler l'ancrage, il y a la posture de la montagne. Elle consiste à se tenir debout, les pieds écartés à la largeur de hanche, et ancrer dans le sol la colonne vertébrale droite et les bras le long du corps, paume vers le devant. On peut trouver d'autres exemples de postures un peu plus acrobatiques associées à d'autres chakras aussi. Ok, ouais, je vois où tu veux en venir, mais moi je reste quand même très dubitatif. Ça m'a pas l'air très rigoureux scientifiquement tout ça. C'est pas forcément pensé comme une science, mais plutôt comme une pratique issue de croyances spirituelles en Inde. Le but de cette pratique serait d'atteindre une harmonie totale avec soi, mais aussi en connexion avec l'univers. Une sorte de paix avec soi-même. Pour atteindre cela, il y a 4 axes différents. La respiration, aussi appelée pranayama en sanskrit, qui est une langue indienne très ancienne, la méditation, dhyana, la concentration, dharana, et les postures asanas, ce que toi tu appelles les mouvements bizarres.
Différentes branches du yoga existent, amenant à des pratiques qui divergent en contenu, basées chacune sur plus de postures ou plus de méditation, etc. Ouais, je suis pas toujours convaincu. Princesse Diana et Ananas, j'avoue que tout ça, là, la spiritualité, c'est pas trop mon truc. Donc le yoga, ça doit pas être fait pour moi. Détrompe-toi, si je te parle de tout ça, c'est pour mettre cette pratique dans son système de croyance qui explique beaucoup les termes utilisés et la pensée spirituelle qui est souvent associée au yoga. Car si aujourd'hui cela peut être vu simplement comme une forme d'étirement du corps, il est intéressant de se pencher sur ses origines pour en comprendre le sens et l'utilisation première. Mais il peut y avoir différents niveaux de lecture de cette pratique. C'est-à-dire, tout le monde fait pas du yoga pour atteindre la paix ultime, l'harmonie suprême? Oh, je crois pas non. Aujourd'hui, cette discipline est limite considérée comme un sport et est perçue de manière purement physique et mentale par beaucoup de monde. Elle peut être bénéfique à chacun sur plusieurs points. Tu les connais ? La souplesse, je crois que j'ai déjà vu des gens mettre leurs pieds derrière la tête. C'était drôle. Ou impressionnant au choix. Alors oui, la souplesse en fait partie entre autres, mais la pratique du yoga permet aussi de se tonifier et dynamiser son corps pour la partie purement physique. Et niveau mental, cette pratique, notamment à travers la respiration, permet de réduire son stress et devenir zen. Je crois que t'en aurais un peu besoin. Tu veux pas tenter une petite posture du flamant rose ? Ouais, non, ça va, je pense que je vais pouvoir m'en passer, mais merci de la proposition. Et le crabe, le chien, le serpent... Ah non, j'ai compris, c'est le poisson que tu préfères. L'eau, c'est plus ton élément. Arrête-toi là, je crois que c'est mieux. Ah, c'est bien ce que je me disais, le poisson. Bon, je note une séance pour ce week-end. Super. Non, vraiment, je te le dis, je ferai pas ça ce week-end. Non, j'ai déjà autre chose de prévu. J'ai... La SCS ? Ah oui, voilà. C'est quoi déjà ton truc là ? Tout à l'heure, je vous parlais de la SCS. Eh bien, c'est loin d'être terminé. Dès demain, jeudi 22 janvier, vous pouvez participer sur inscription à une nouvelle session du jeu de piste à la bibliothèque Mériadec. Vendredi 23 janvier à 20h, direction le cinéma Jean Eustache à Pessac pour un ciné-débat consacré à la vie dans les sols. Enfin, samedi 24 janvier, de 13h à 17h, les étudiants vous donnent rendez-vous à la bibliothèque Mériadec pour un marché des connaissances, stands, jeux, animations proposés par des acteurs locaux de la science et de la médiation scientifique et même des tête-à-tête avec des chercheurs. Oui, bon voilà quoi, j'ai tout ça de prévu, donc ton yoga tu l'oublies là. C'est vrai que ça a l'air vraiment bien, je comprends. J'irai peut-être y faire un tour en 2 étirements. Oh, tu me diras quand tu vas, j'y aille pas en même temps. Oh oui, génial. Bah nickel. Bon, ben super, hein. On n'a rien foutu, il est déjà l'heure, je commence vraiment à en avoir marre de cette bande de flemmards. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, la prochaine émission sera sur le thème de la mémoire. Tâchez de vous en rappeler. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. J'avais beaucoup